On va refaire un tour un peu de la même manière. Si vous pouvez être aussi concis que vous l'avez été la première fois, pour permettre aussi qu'il y ait des questions à la fin de ce deuxième tour. On avait dit 3 questions, on va peut-être faire 2 questions en une. Surtout qu'elles sont quand même assez liées, puisque ce que je vous propose, c'est aussi, alors là on est plutôt dans une sorte de prospective. Quels sont, selon vous, les leviers qui sont possibles pour justement améliorer la situation telle qu'elle a été décrite pendant la journée et au travers des commentaires? Et puis, est-ce que vous avez des recommandations à faire? Alors, chacun, comme on dit, en vos grades et qualités, mais est-ce que vous auriez des recommandations qui vous paraissent importantes et surtout urgentes dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui? Alors, sur les leviers, honnêtement, je vais vous apporter aucun scoop. Sur les leviers dont on dispose aujourd'hui, qu'on mobilise, bon, le premier auquel je crois beaucoup, c'est le fait de penser la réponse en santé en lien étroit avec la logique d'accueil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que nous, on souhaite faire, c'est naturellement répondre dans le système santé, naturellement répondre chaque fois que la demande se pose, mais aussi positionner tout ce qu'on peut faire là où les personnes sont accueillies par des équipes qui vont dans les verts, par les bilans infirmiers, par un certain nombre de choses. Donc c'est ce qu'on a mis en place sur le CPA d'Ivry et sur l'équipe d'Ivry. Je voudrais juste préciser un point là-dessus, parce que j'ai entendu tout à l'heure des choses qui me chiffonnent un peu. Cette démarche-là, ça ne signifie en rien, c'est même l'opposé, et la ministre l'a dit, ça ne signifie en rien une instrumentation de la logique de santé par la logique de tel ou tel autre ministère. C'est clairement une logique dans laquelle, quel que soit le parcours, quelles que soient les conditions à chaque étape, le système de santé doit aller vers les personnes dans les choix qu'elles font ou qu'elles peuvent faire au moment là où elles se situent. Donc ça veut dire que pour nous, il s'agit effectivement, on soutient des maraudes qui vont dans les rues, on soutient des équipes qui vont dans les centres de formation, dans les centres d'hébergement, pardon, formation aussi, mais d'hébergement pour le coup, on soutient des équipes qui vont dans les centres d'accueil et d'orientation. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est donc mobiliser l'ensemble du système de droit commun. Je voudrais juste dire quelque chose, c'est le système de droit commun, pour nous, c'est pas uniquement les passes, c'est bien sûr les passes, mais c'est aussi l'ensemble du système hospitalier. C'est-à-dire que le droit commun, c'est l'ensemble du système de santé qui doit être mis en situation, et pour ça, y compris en dégageant des moyens chaque fois que nécessaire, chaque fois possible, mais qui doit être mis en situation de répondre en ce qui le concerne aux besoins spécifiques. C'est-à-dire qu'il ne faut pas créer évidemment un goulot. Il ne faut pas créer un système parallèle, mais il faut que l'ensemble des équipes y participent. Et ce d'autant plus que ce qu'on constate, j'aurais aimé en dire quelques mots, mais ça sera pas, je ne pourrais pas détailler, c'est que les innovations qu'on est amené à mettre en place en matière de télémédecine, en matière d'un certain nombre de choses comme ça, bénéficient à l'ensemble du système de droit commun. C'est-à-dire qu'il y a une interaction très forte entre ce qu'on invente, ce qu'on est obligé d'inventer pour des populations qui sont dans des situations les plus extrêmement en difficulté, et ce qui bénéficie au reste des usagers du système de santé. Donc on a vraiment intérêt à créer ce système-là. La troisième question, c'est est-ce qu'il faut créer quand même des dispositifs spécifiques? Et en Ile-de-France, la réponse qu'on a eue, c'est que oui. Certes, il faut que le système de droit commun, il se mobilise, mais il faut aussi créer des systèmes tels que les centres de bilan, les équipes de bilan infirmiers, les consultations spécialisées, un certain nombre de choses comme ça. Donc ça, je crois que c'est pour nous un levier important. Je ne crois pas qu'on puisse en faire abstraction. Et puis deux petits points. Non, un petit point. Le troisième, je laisse tomber avant de passer aux recommandations. Sur la question que vous avez abordée des femmes enceintes et de l'hébergement des femmes enceintes, qui pour nous en Ile-de-France, je vous le dis de manière tout à fait franche, c'est un souci majeur qu'on partage avec vous, dans lequel on a l'impression que chaque fois qu'on fait un pas en avant en termes de solutions, on a 10 pas en arrière en termes de problématiques. C'est-à-dire qu'on est confronté à cette dimension-là, à laquelle on essaie de faire face avec tout un certain nombre de mesures, de dispositifs, de soutien, mais qui n'empêche que, comme vous, on constate qu'on est systématiquement avec un coup de retard, si j'ose dire, sur l'évolution de la situation. Ça, c'est un enjeu qu'il faudra qu'on traite, qui ne concerne pas uniquement les migrants et les réfugiés, qui concerne tout un certain nombre d'autres populations, mais qui, en tout cas dans notre région, est un enjeu auquel il va falloir qu'on fasse face de manière beaucoup plus inventive et beaucoup plus énergique, et beaucoup plus de moyens que ce qu'on l'a fait aujourd'hui, même si on a déjà beaucoup de choses qui ont été soutenues par l'agence là-dessus. Alors sur les recommandations, puisque Laurent Chambaud demande qu'on aille très très vite, sur les recommandations.
la première recommandation qui peut vous paraître très comment dirais-je, très presque mystique, c'est de se mettre dans l'idée que de toute façon, ce n'est pas un sujet ponctuel, c'est un sujet durable, c'est un sujet sur lequel nous allons. Enfin, je crois qu'il faut qu'on se mette dans des solutions et que c'est pour ça qu'il faut emporter la totalité du système de santé dans les réponses, parce que c'est quelque chose qui va malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais auquel on sera confronté de manière durable à l'occasion et là pour le coup c'est malheureusement de tous les développements des situations d'incertitude ou de guerre civile politique qui se développent un peu partout. Donc, premier aspect, c'est s'inscrire dans la durée. Deuxièmement, dans la réponse, dans la manière dont on met en place et dont on travaille aujourd'hui avec le ministère sur les questions du parcours de santé, ce qu'on appelle, c'est un terme un peu valise, le parcours de santé. Je pense que c'est vraiment important de se dire qu'il y a des étapes et qu'il faut garder la flexibilité dans ces étapes, mais qu'on ne fera pas. Je ne suis pas persuadé qu'il faille faire systématiquement un bilan de santé complet avec un dépistage complet à chacune des étapes, et en particulier pas au moment où la personne arrive, se pose et se met à l'abri. C'est-à-dire, je pense qu'il faut, avec les personnes concernées, à la fois ne pas repousser ce qui doit être traité tout de suite et en même temps s'inscrire dans une durée. Ça, c'est plus compliqué que ce que ça n'a l'air à mettre en place au-delà de la bonne intention. Troisième recommandation, la question de la traduction. On l'a dit et redit, etc. Je crois que nous sommes obligés d'envisager des systèmes qui nous permettent de sortir des bricolages, parce que de toute façon, on n'y arrivera pas. Alors, est-ce que ça relève d'une logique assurantielle de l'assurance maladie, au même titre que les frais de transport, que je ne sais quoi? Est-ce que ça relève d'une intervention spécifique, etc. Je n'ai pas de réponse, je n'ai même pas à en apporter. Je pense par contre que la question d'inscrire cette logique de la traduction, ce qui est différent de la médiation, mais je parle bien là de question de la traduction, dans le parcours normal de soins du patient et du coup de s'en donner les moyens, et pour nous une question, je dis qu'elle nous est posée, je ne sais pas comment est-ce qu'on va l'affronter à l'échelle de l'Île-de-France, sur lequel c'est un enjeu qui est absolument colossal. En termes de recommandations, évidemment, le dernier champ, l'avant-dernier champ, je serai très rapide, sur lequel je voudrais insister, c'est la question de la santé mentale. Je pense qu'il faut vraiment qu'on soit attentif au fait que le service public, c'est un des champs sur lesquels le service public a une responsabilité très forte. C'est un des champs sur lesquels le secteur public de santé mentale a, je dirais, sa dignité. Enfin, plus que sa dignité, c'est pas le mot, je sais pas comment le dire. Enfin, en tout cas, une responsabilité très forte, et que du coup, il faut qu'on se dote des moyens nécessaires, notamment concrètement en termes d'équipe mobile psych-précarité, sur lesquels il est probablement indispensable. Je crois que la ministre a commencé, et le Premier ministre lui-même ont annoncé des moyens supplémentaires là-dessus. Il faut qu'on renforce vraiment ce secteur-là. C'est quelque chose qui est fondamental. Et puis, dernier aspect, vous l'avez abordé à travers les MNA. La question je crois que la question de la santé de l'adolescent et du jeune en situation d'errance et d'exil, qu'il s'agisse de la question des MNA, il faut l'aborder bien sûr à travers la question des mineurs non accompagnés, mais il faut l'aborder de manière générale au-delà du statut du positionnement administratif. C'est une question sur laquelle je ne suis pas tout à fait sûr qu'on soit allé au bout des réflexions d'ordre méthodologique, avant même des réflexions d'ordre administratif. Voilà, c'est en gros les points d'attention que, par ailleurs, nous avons portés dans les cadres des échanges avec notre tutelle ministérielle. Merci. Alexandre Fels, des leviers, des recommandations à un niveau municipal? Je vais essayer de parler, oui. Donc, c'est vrai que les villes ont peu de compétences santé, mais Strasbourg en a beaucoup, liées à son histoire et à la volonté politique que je mène depuis 2008 à Strasbourg avec le maire Roland Ries. Et donc dire que c'est vrai qu'on parle rarement de ça. Alors à Strasbourg, c'est vrai que c'est Strasbourg qui le gère en délégation, et dans d'autres lieux, c'est d'autres structures. Mais ces structures publiques de dépistage et de soins, je veux parler bien sûr de la PMI, qu'on gère nous en délégation du conseil départemental, de la santé scolaire, qu'on gère nous par délégation de l'éducation nationale, et aussi de façon plus volontariste à Strasbourg, on a un service de santé dentaire avec des cabinets dentaires dans les écoles. On a également un service de vaccination municipale qui va aller vers ces populations-là. Et donc dans ces lieux-là, bien sûr, l'accueil est inconditionnel, l'accueil est universel, quelles que soient les populations, et donc bien sûr les migrants sont accueillis dans ces structures municipales publiques, et les dispositifs qu'on met en place, comme par exemple ce qu'on appelle précoce, c'est prise en charge précoce des enfants obèses et en surpoids dans les quartiers populaires, ou sport santé sur ordonnance, je dirais un mot tout à l'heure, qui permet aux personnes d'avoir une activité physique par des éducateurs de la ville, sont bien sûr ouverts à tous.
et donc bien sûr ouvert aux migrants, aux réfugiés, aux personnes en difficulté, puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir sa carte vitale, il n'y a pas besoin d'avoir de titre de séjour, il n'y a pas besoin... voilà, c'est ça. Alors le maire tient beaucoup à ça, il dit que ça vient de cette histoire qui dit qu'on doit avoir un accueil inconditionnel, alors bien sûr sur l'hébergement, sur le social, mais aussi sur ces questions de santé, de prévention et de prise en soin. Alors avant de revenir sur ces questions-là, dire aussi bien sûr qu'on travaille avec des associations et Médecins du Monde est très soutenu par la collectivité, autant financièrement que politiquement, et aussi Paroles sans frontières, qui est une structure tout à fait intéressante de psychiatres qui travaillent autour de ces questions. Ils ont fait d'ailleurs une tribune dans Le Monde il y a quelques jours sur ces questions, et je suis bien sûr en phase complète avec, et d'associations de réduction des risques, parce que depuis très longtemps, nous travaillons aussi de façon très volontariste avec ces structures, et on sait, même s'il ne faut pas stigmatiser, qu'il y a cette nécessité de travailler autour de la réduction des risques, du sida, des hépatites, d'usage de drogue par rapport à ces populations spécifiques. Voilà, donc vous dire que donc, cette attention particulière des collectivités ou des structures locales permettent cet accueil inconditionnel et universel. J'étais vraiment très choqué par ces exemples. Alors il faut bien sûr les explorer, voir si elles sont... Parce que tout à l'heure vous parliez, chers collègues, d'une loi. Bien sûr que ce n'est pas des lois, est-ce que c'est des règlements, des structures, des recommandations, parce que très souvent on nous fait croire ça, que c'est la norme, cette histoire de grossesse à 8 mois, on ne sait pas très bien. Donc il faut bien sûr résister très fortement à ces questions pour avoir une vision globale des personnes, quelle que soit leur origine, et avoir un mode d'entrée plutôt qui est dans la vulnérabilité et la fragilité. Et d'ailleurs, si on avait cette réflexion-là sur la question des mineurs, on ne se dirait pas la majorité d'âge, mais la majorité de maturité, la majorité de vulnérabilité. Et du coup, on n'aurait plus besoin de tous ces éléments-là. C'est comme ça qu'il faudrait qu'on puisse se positionner. Et donc, j'étais en réunion juste avant de venir ce matin encore avec l'équipe du sport santé sur ordonnance, qui est donc un lieu où les médecins généralistes vont prescrire de l'activité physique pour des personnes malades qui vont être accompagnées sur 3 ans autour de cette activité physique en lien avec les médecins. Et on a une vraie difficulté, puisqu'on voit de plus en plus de personnes qui ne maîtrisent pas la langue française, qui ont des difficultés d'accès bien sûr aux soins, mais aussi à cette activité physique thérapeutique. Et les éducateurs sportifs, malgré leur bienveillance, malgré leur formation spécialisée, étaient vraiment en difficulté autour de ces questions. Donc on a essayé d'envisager comment on allait travailler. Et c'est vrai que Strasbourg a une politique sur l'interprétariat qui est assez exceptionnelle, puisqu'on a un engagement de l'hôpital public de façon majeure, ce qui existe aussi dans d'autres. On a un engagement également sur les médecins libéraux, c'est moi qui avais mis ça en place il y a une dizaine d'années, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médecins généralistes et spécialistes libéraux de l'Eurométropole de Strasbourg peuvent aussi bénéficier de consultations avec interprète, et la ville s'engage très fortement autour de ces questions, autant dans la PMI, la santé scolaire, et par rapport à la prise en charge des enfants obèses et en surpoids. Et donc, j'ai proposé que dans le cadre du sport santé sur ordonnance, on ait aussi cette évaluation qui se fasse avec interprète, et puis après, qu'on invente, parce que les éducateurs me disaient, mais oui, mais ils ne comprennent pas les consignes. Et donc, du coup, ils vont être en danger et en difficulté. Et je leur expliquais que souvent, ces gens sont déjà exclus du droit, exclus du soin. On ne peut pas, en plus, les exclure de cette activité physique bonne pour leur santé, qui est bien sûr une intégration aussi sociale et solidaire. Et donc, je leur ai demandé d'inventer, là, pour le coup, des modes opérationnels qui permettent de prendre en charge ces personnes sans les mettre en danger, mais en les intégrant. Donc on voit bien que ça nécessite de l'inventivité, de l'innovation, de la création, de la réflexion. Si on est, et c'est ce qu'on est à Strasbourg et ce qu'on est dans d'autres lieux, sur une bienveillance, sur un accueil universel, sur un accueil inconditionnel des publics. Et pour finir, je suis président d'une maison des adolescents, un peu particulière parce qu'elle est très soutenue par la ville et l'Eurométropole. C'est plutôt des structures du conseil départemental ailleurs, ou des hôpitaux, ou des structures psychiatriques. Et on est confronté aux difficultés que vous avez tous évoquées. Et donc, très souvent, la directrice m'appelle en me disant est-ce qu'on peut, alors ce n'est pas notre fonction, et ou payer un hébergement
logement et où payer un repas. Et donc cette question des petits déjeuners, par exemple, alors on la détourne gentiment. Je lui dis, bah oui, mais c'est pas la fonction de Maison des Ados de donner un petit déjeuner. Mais si dans le petit déjeuner, on peut être dans un lieu d'échange avec des éducateurs, des psychologues, et on peut travailler, ben ça me pose aucune difficulté qu'on le fasse. Donc aussi, les maisons des adolescents peuvent être des lieux ressources, puisque là aussi, l'accueil est gratuit, inconditionnel, universel. Ils peuvent être aussi des éléments, avec bien sûr plein d'autres dont on a parlé. Je ne voulais pas le redire, là, je parle un peu des éléments spécifiques que j'ai pu observer. Et pour conclure dans les recommandations, alors bien sûr, du point de vue des villes, je pense qu'il faut que les villes aient de plus en plus de compétences sur les questions de santé. Ils sont dans la proximité, ils sont dans la réalité. Bien sûr, on travaille avec les ARS dans le cadre des contrats locaux de santé, on travaille avec les services du préfet sur tout ce qui est voilà, la prise en charge sociale, avec les directions régionales jeunesse et sport, et avec toutes ces questions sociales. Mais je pense qu'il faut aller plus avant dans les compétences santé des collectivités, parce qu'elles sont dans la proximité, elles sont souvent dans la bienveillance, et quoi qu'on en ait dit, en tout cas à Strasbourg, mais aussi dans d'autres villes, on voit qu'il y a quand même des élans possibles de solidarité. Quand tu disais tout à l'heure que le combat de l'opinion publique est perdu, je crois que c'est le collègue de Médecins du Monde qui disait ça par rapport à Colomb, moi je ne suis pas sûr. Je pense que si on fait ce travail pédagogique autour des questions des vulnérabilités, autour des questions des inégalités sociales et des inégalités sociales de santé, qu'on rentre par ces éléments-là, je ne suis pas sûr qu'on a perdu les éléments sur le débat public. Je pense qu'en tout cas, il faut qu'on continue ensemble à travailler sur ces éléments-là, qu'on soit issus du service social, sanitaire, ou des collectivités ou des structures. Et voilà, la dernière recommandation, c'est bien ça, c'est le fait qu'il faut qu'on puisse inventer des situations. Alors, bien sûr, souvent les ARS ou les structures vont nous mettre en place des procédures, des process. Voilà, ça permet de permettre la réflexion, la mise en place des actions, mais il faut laisser aux acteurs, alors aux acteurs locaux, comme les collectivités, mais aussi aux acteurs associatifs, aux acteurs de proximité, des possibilités d'inventer au cœur des territoires des dispositifs qui sont au service des gens les plus en difficulté de nos territoires. Et bien sûr, les migrants, bien sûr, les réfugiés sont ces personnes-là. Voilà, merci beaucoup. Merci. On continue le tour de table. Donc, Véronique Anatole, est-ce qu'on peut inventer des choses à l'hôpital ? Oui, tout à fait. Je crois que déjà, avant même d'inventer de nouvelles actions, je pense qu'il faut déjà conforter l'existant et ce qui fonctionne. Et parmi les recommandations, je pense que la première, c'est déjà de conforter les PASS, parce que les PASS font vraiment un rôle essentiel et un rôle pivot dans la prise en charge des migrants. Et il faut que les établissements hospitaliers puissent à la fois les conforter, peut-être les renforcer demain, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait des solutions structurelles à moyen terme et non pas des solutions uniquement coup par coup. Donc vraiment une réflexion globale sur le système de santé, et les PASS dans ce dispositif font partie vraiment des éléments clés pour améliorer la prise en charge de la santé des migrants. Alors je voudrais illustrer d'ailleurs deux initiatives que nous avons prises à Rennes dans le cadre de la PASS, qui me paraissent intéressantes, parce que ces PASS, elles doivent évoluer aussi encore plus vers plus de pluridisciplinarité dans la prise en charge, et peut-être sortir des murs de l'hôpital. Et ça rejoint un petit peu l'idée des équipes mobiles précarité pour les populations vulnérables, parce que je crois que ce sujet-là est vraiment fondamental demain si on veut faire évoluer le système de santé pour les migrants en particulier, pour une prise en charge du parcours de la prise en charge du migrant, à la fois pour son épisode hospitalier, mais aussi en amont et en aval de l'épisode hospitalier. Il faut développer la pluridisciplinarité et développer sans doute l'action hors les murs des PASS. Et à Rennes, c'est ce que nous avons fait. Nous avons mis en place une réunion de concertation pluridisciplinaire médico-sociale. On dépasse très largement l'approche uniquement maladie infectieuse, puisque ces réunions de concertation, on a des réunions de concertation d'ailleurs pluridisciplinaires dans les CHU pour la cancérologie, pour d'autres domaines. Pourquoi ne pas en mettre en place pour les migrants, parce qu'il y a des problématiques spécifiques qui se posent et elles nécessitent des compétences multiples. Et on réunit régulièrement non seulement des praticiens de maladies infectieuses, mais des hépatologues, des néphrologues, des diabétologues, en fonction des situations que nous avons. Elle se réunit une fois par mois, cette instance, et elle permet de traiter au cas par cas toutes les situations avec l'ensemble des compétences pluridisciplinaires de l'hôpital, de différentes spécialités, mais aussi des sages-femmes, bien évidemment, des assistantes sociales, des personnes du bureau des entrées, pour pouvoir appréhender globalement la prise en charge du migrant vraiment dans son entièreté, avec l'ensemble des problématiques qu'il concerne.
Et elles permettent aussi d'ailleurs d'avancer sur les questions d'aval et de lien en amont aussi, c'est-à-dire d'aval, c'est-à-dire les questions de solutions de sortie en termes d'hébergement, en termes de continuité de la prise en charge, en termes de soins, etc. Deuxième initiative qui me paraît intéressante à généraliser, c'est ces consultations hors les murs. Donc nous avons mis en place à Rennes une consultation médico-sociale précarité hors les murs à partir de la PAS, donc vraiment dans les quartiers, en ville, qui permet, en lien avec le réseau associatif, en lien avec les centres d'hébergement, d'offrir une prise en charge aussi en amont. C'est-à-dire sur toutes les questions de dépistage, sur toute la prévention aussi de l'hospitalisation, et sur la question, bien évidemment, également de l'orientation de ces migrants, qui est fondamentale en termes de prise en charge, en lien, bien sûr, avec les autres acteurs. Le deuxième point clé, c'est le décloisonnement. Je crois qu'on l'a aussi évoqué, le travail ensemble de l'ensemble des acteurs, puisque l'hôpital, évidemment, n'est pas le seul élément de réponse, même s'il en est un élément tout à fait majeur, qu'il faut continuer à soutenir. C'est le travail en réseau et la constitution de ces réseaux qui doivent vraiment travailler en confiance, parce que je le disais tout à l'heure dans le constat, mais je pense que c'est fondamental que les hospitaliers, avec les médecins de ville, avec le réseau associatif, avec les villes, et à Rennes comme à Strasbourg, il y a une politique très proactive de la ville de Rennes, qui est aussi une ville santé OMS, et qui vraiment prend des initiatives nombreuses en matière de santé, avec bien sûr l'ARS, avec la préfecture, bref, avec l'ensemble des acteurs, travaillent ensemble autour de ces questions et trouvent des solutions adaptées aux situations de terrain, parce qu'elles sont toutes différentes d'une métropole à l'autre. La situation à Paris ou à Rennes ou à Strasbourg n'est pas totalement comparable. Trouvent des solutions pour améliorer la santé des migrants. Et puis plus en interne sur l'hôpital, au sein de l'hôpital, je crois qu'il y a un travail aussi du management hospitalier. En tant que directrice générale, évidemment, je me dois d'évoquer cette question pour soutenir les équipes qui sont souvent confrontées à des situations complexes. Et il nous faut aussi former, faire un travail de formation, d'accompagnement des équipes médicales et soignantes, des bureaux des entrées, des différents responsables de services. Évidemment, les assistantes sociales jouent aussi un rôle majeur pour faire en sorte qu'il puisse y avoir des solutions qui puissent être apportées et une sensibilisation à ces problématiques de prise en charge dans les services qui souvent sont confrontés à une très forte charge de travail et où forcément ces prises en charge qui sont particulièrement complexes nécessitent plus de temps, nécessitent la question de la résolution de questions complexes qui ne sont pas courantes. Et ce travail de soutien et d'accompagnement des équipes et de formation des équipes, il me paraît essentiel. Et d'ailleurs, dans la formation médicale, là, je ne sais pas s'il y a des doyens dans la salle, des représentants des universités, je crois tout à l'heure, il y avait des représentants des universités, il faut aussi que la formation des médecins prenne en compte la problématique de la prise en charge de ces populations vulnérables, qui est vraiment un enjeu tout à fait essentiel. Enfin, sur les aspects financiers, bien évidemment, je voudrais en parler parce que ça fait partie des aspects essentiels. Je pense qu'il faut aussi que l'État, je vois que le représentant de l'État vient d'arriver, là, Thomas Roche, dans la salle. Il faut impérativement qu'on puisse conforter les crédits qui sont affectés dans nos établissements publics hospitaliers pour la prise en charge des populations précaires, ce qu'on appelle les MIG, les missions d'intérêt général, précarité, qu'on puisse traiter quand même et mesurer financièrement les impacts financiers de ces questions. On regarde des contraintes financières actuelles qui ont été largement évoquées dans la salle depuis ce matin, parce qu'il faut pouvoir valoriser financièrement ce que représente pour l'hôpital public la charge financière de la prise en charge de ces populations et qu'elle soit financée par l'État, qu'elle soit reconnue par l'État ou l'assurance maladie. Ça, effectivement, c'est des débats après qui peuvent nécessiter un autre colloque. Mais en tout cas, je pense que ce sujet-là, il est impératif. Et nous avons d'ailleurs à Rennes aussi mis en place une convention spécifique avec la CPAM pour pouvoir faire en sorte aussi qu'il y ait une rapidité de traitement des dossiers. Nous avons des délais de traitement de 5 à 10 jours de la CPAM pour traiter ces dossiers des migrants et je pense que c'est une initiative aussi importante à développer. Et puis enfin, dernière chose, je terminerai par la nécessité aussi de développer, en particulier à partir des CHU, puisque je dirige un CHU et je pense que c'est important que les équipes hospitalo-universitaires se saisissent de ces sujets, des programmes de recherche, des programmes d'innovation aussi, on a parlé d'innovation tout à l'heure, organisationnelle, des initiatives qui peuvent être prises de tous ordres pour développer aussi des projets de recherche. Il y en a très peu parce que les enjeux de santé publique et d'épidémiologie sont vraiment fondamentaux sur ces questions et je crois qu'il faut aussi que les acteurs hospitalo-universitaires se saisissent de projets de recherche sur ces questions majeures. Et enfin, dernier point, l'éthique. Je termine par cette sensibilisation éthique qui est vraiment essentielle sur ces questions. Les comités d'éthique qui travaillent beaucoup, l'exemple de la journée d'aujourd'hui est un bon exemple, mais il faut aussi que le questionnement éthique sur ces questions puisse
diffusées dans nos établissements et que ces questions-là fassent l'objet de débats au sein de nos communautés médicales, hospitalo-universitaires ou hospitalières, et aussi avec les autres acteurs, et qu'on puisse multiplier ce genre de colloques. Je trouve que c'est une très bonne chose. Merci aux organisateurs. Merci Véronique. Alain Régnier, donc, si je comprends bien, il y a une plateforme déjà de propositions, mais quelles sont celles qui seraient peut-être les plus éclairantes cet après-midi? Oui, mais peut-être, moi je considère que la santé, si on la prend comme le bien-être des personnes, ça passe aussi par comment on se met en capacité de faire émerger le projet de vie, comment on accompagne les personnes. La santé, c'est un élément de l'ensemble du projet de vie des personnes. Et là-dessus, je pense qu'il y a deux prérequis. D'une part, ça a été évoqué, mais je voudrais réapprofondir le décloisonnement. Donc, on a à peu près la même longévité d'expérience professionnelle, et je ne peux que constater qu'ayant co-présidé un des groupes de travail lancé par Agnès Buzyn, dont je parlais tout à l'heure sur l'accompagnement social renforcé des personnes en situation de grande exclusion, je ne peux que regretter la participation à la carte des structures associatives. Quand on est sur la santé, tous les acteurs santé sont là. Quand on est sur l'emploi, ils ne sont pas là. Voilà, chacun est dans son tuyau, dans son silo, et pense que ce n'est pas important d'être là quand on parle des autres sujets. Or, la personne, c'est une personne comme chacun d'entre nous, elle est plurielle, elle n'a pas qu'un problème de santé ou une question de santé, elle a aussi d'autres aspirations, d'autres envies. Donc je pense que ce décloisonnement, il est dans nos têtes, il est déjà très présent dans l'organisation publique, hein, enfin, ça on le sait, mais il est aussi très présent, c'est pour ça que je me permets, puisque vous êtes très franc dans la salle depuis le début, moi je suis très franc avec vous, je voudrais aussi que vous vous décloisonniez, vous aussi, que vous fonctionniez aussi de manière plurielle. La deuxième prérequis, c'est la pluridisciplinarité. Il est à partir d'une expérience qu'on a lancée dans mon poste précédent de délégué interministériel sur les sans-abri. On a lancé un programme à chez soi, et ce programme, la qualité de ce programme, c'est cette pluridisciplinarité, et c'est ce travail ensemble. Donc je pense que pour les publics migrants, qu'ils soient réfugiés ou non, la question de la pluridisciplinarité, elle est essentielle pour prendre en compte, encore une fois, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la problématique des personnes. Donc il faut qu'on s'organise pour répondre à ce défi. Et comme proposition très concrète, je voudrais faire aussi le service après-vente des propositions qu'on a remis à Agnès Buzyn. Nous avons souhaité, pour illustrer ce décloisonnement et cette pluridisciplinarité, nous avons souhaité demander au gouvernement donc une hausse en 3 ans de 20% de l'Ondam médico-social pour continuer à améliorer les dispositifs de prise en charge à l'intersection du sanitaire et du social. Je me rappelle, je vous redis sur les cloisonnements, que la CNAM a donné un avis défavorable au programme à chez soi d'abord, 3 fois de suite, considérant qu'elle n'allait pas mettre de l'argent sur un dispositif qui n'était pas à 100% santé. Je veux dire, tant qu'on en est dans ce fonctionnement, on n'avancera pas. Donc, deuxième proposition qu'on a faite, au-delà des moyens, on a proposé, enfin là c'est en tant que préfet, de dire il faut que les préfets et les ARS disposent d'une enveloppe déconcentrée à leurs mains, qu'ils ne soient pas obligés d'utiliser en respectant les circulaires avec la case 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, nous avons remis cette proposition sur la table. Je la refais cet après-midi. Je ne la fais pas en tant que délégué interministériel actuellement sur la question des réfugiés, mais je la fais puisque le gouvernement m'avait confié la responsabilité d'un groupe de travail, et je redis la nécessité de faire confiance aux préfets et aux DG d'ARS dans les régions pour utiliser des crédits d'une manière plus souple, de manière à répondre à la vraie vie qui ne rentre pas dans les circulaires. Ça se saurait. Et la solution, elle passe dans les territoires. Elle passe dans les territoires. Dans la mobilisation des territoires, je reviens sur ce que vous avez dit. Je pense effectivement que le combat ou l'action vis-à-vis de l'opinion publique, je reste convaincu que plus de la majorité des Français sont favorables à l'accueil. Nous sommes un pays généreux. Donc on ne voit encore une fois que le côté où on laisse penser que les Français ne veulent pas,
accueillir, ont peur. Je pense qu'il faut donc valoriser toutes les actions positives. Et moi, je voudrais mettre en place, dans les fonctions qui m'ont été confiées, des applications très territorialisées sur des applications numériques qui permettent à la fois aux acteurs eux-mêmes d'identifier qui fait quoi sur le territoire, et quelque chose qui soit à jour en permanence et pas des catalogues qu'on sort une fois de temps en temps, qui soit pour les réfugiés eux-mêmes ou pour les migrants une plateforme et là en plusieurs langues. Il y a déjà des expériences associatives intéressantes en la matière qui puissent apporter des réponses. J'ai un problème de tel, je peux m'adresser à tel endroit. Donc on diffuse aussi l'information, qu'on diffuse des bonnes pratiques. Et c'est, à mon avis, en valorisant ce type de proximité, de la mise en réseau, du décloisonnement, qu'on organisera des communautés de territoire qui répondront aux problèmes des personnes et qui seront en capacité, une des propositions qu'on a faites, je reviens au groupe de travail, c'est plus de sorties sèches des dispositifs. Voilà, il faut arrêter les effets où les gens basculent à nouveau dans la grande exclusion, dans la rue, parce qu'on sort d'un dispositif. Bon, je me suis occupé des sorties de prison, d'hôpitaux. En prison, les gens sortent essentiellement le vendredi soir à 5h. Si ce n'est pas anticipé, ils sont dehors. Voilà. Donc on continue encore une fois à... Voilà, si on est plus dans le territoire, plus dans les réseaux, plus encore une fois au-delà de la gestion de nos contradictions qui ont largement été évoquées dans la journée, je pense qu'il y a des intersections de travail et au service, encore une fois, des personnes dont nous avons une responsabilité éthique et citoyenne aussi de leur apporter des réponses dignes et convenables. Merci. Merci beaucoup. Donc, le point de vue d'Arnaud Weil, c'est le point de vue du COMED derrière. Donc, est-ce qu'il y a des propositions, des recommandations? Alors d'abord, certaines vers l'avenir, qui ont déjà été faites, et donc je ne vais pas les répéter, qui vont évidemment dans le bon sens. Insister sur le fait, c'est beaucoup ressorti notamment de la table ronde précédente, d'une évolution qui est une mobilisation massive des citoyens, et de montrer combien aussi les structures que sont les associations, mais aussi les PASS, de mon point de vue, sont des structures relais, c'est-à-dire qu'une partie de notre travail, et au COMED c'est très net, et je pense que dans toutes les associations aussi, c'est d'aider les citoyens qui cherchent à aider. Alors dans les limites qui ont été dites dans la table ronde précédente, c'est-à-dire à chaque fois, et ça c'est la vieille question qui se pose aux associations, mais aux PASS aussi, de ne pas être une caution pour être la porte de sortie des politiques d'exclusion, comme malheureusement ça se passe trop souvent, mais que ce soit des portes d'entrée vers le service de droit commun. Donc insister d'abord sur cette fonction de centre ressources des acteurs associatifs et des dispositifs spécifiques comme une entrée vers le droit commun. Une des dimensions qui a beaucoup été dite, et on est bien d'accord là-dessus au COMED, produire des données, étayer ce qu'on raconte, si possible avec des chiffres. On a les uns et les autres, personne n'a rien à gagner à diffuser des rumeurs qui seraient fausses, rappeler à chaque fois ce qui est possible et ce qui l'est pas. Les éléments déontologiques sont, pour la pratique médicale auprès des migrants, quelque chose d'absolument essentiel qu'on devrait apprendre dans les études de médecine, ce qui n'est malheureusement pas le cas jusqu'à présent, parce que beaucoup des discriminations que je rapportais tout à l'heure ne sont pas, comme on le sait bien quand on travaille sur les discriminations, ne sont pas forcément intentionnelles. C'est des systèmes de discrimination et elles se nourrissent notamment de la méconnaissance de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire et dans quel cadre on a un exercice professionnel. La question du droit est fondamentale tant qu'on sera dans cette situation-là et du recours au droit. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Nous, les associations, on alerte et on sollicite les autorités. Les autorités de la santé, le ministère de la Santé, les agences régionales de santé, les autorités qui se préoccupent davantage des questions de santé qu'avant, que sont des autorités juridiques. Le défenseur des droits s'est beaucoup emparé, comme vous le savez, de la question de l'accueil des migrants en général et de la santé des migrants en particulier. Beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Un exemple des grandes difficultés et qui conduisent en effet malheureusement à des situations de restriction de soins à l'hôpital public, c'est notamment la méconnaissance de l'usage du dispositif des soins urgents et vitaux,
dont je rappelle d'un mot que lorsque l'aide médicale a été supprimée pendant les 3 premiers mois de résidence en France, ce qui était une très mauvaise idée, il avait été inscrit néanmoins dans la loi en compensation pour que les hôpitaux puissent quand même soigner les gens, le dispositif soins urgents et vital qui disait, et malheureusement vous avez 8 médecins sur 10 qui ne savent pas qui dit ça, ce dispositif, qui disait que ce n'est pas seulement pour les urgences vitales qu'il faut le mettre en œuvre, mais, je cite la loi, tout soin dont le défaut pourrait entraîner une altération grave et durable de l'état de santé. Si on appliquait ce dispositif, les PASS auraient 50% de moins de clients. Et tant mieux pour tout le monde, c'est-à-dire que les gens, ils accéderaient directement sans avoir besoin de passer par la PASS, et l'hôpital, il se ferait rembourser. C'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres. Ça nécessite que les uns et les autres, on intervienne beaucoup auprès des pratiques des caisses de sécurité sociale, qui résistent très fort à l'application de ce genre de droit. Donc une autre recommandation, c'est mettons-nous ensemble pour faire appliquer les droits existants. En attendant quoi? En attendant que les droits s'améliorent. L'autre proposition, c'est qu'on sort de 10 ans de restrictions progressives législatives de la protection maladie des étrangers. On continue de craindre que ça va être de pire en pire avec ce qu'on entend régulièrement sur l'aide médicale État. C'est quand même l'occasion de rappeler que tout ça marcherait mieux dans l'intérêt de tout le monde et que ça coûterait beaucoup moins cher si on pouvait soigner les gens avant plutôt qu'au moment où ils arrivent à l'hôpital dans un état dramatique parce qu'ils ont renoncé aux soins pendant 1 an. Ça veut dire restaurer la sécurité sociale, notamment pour les demandeurs d'asile, dès le début de leur démarche de demande d'asile et pas plusieurs mois après comme c'est en train de se passer. Mais ça veut dire aussi fusionner la sécurité sociale et l'aide médicale État, bref, des dispositifs qui ne soient pas discriminatoires. Enfin, pour employer une formule qui était intéressante d'une partie de la journée, qui était prendre soin. Au fond, il s'agit non seulement de prendre soin des migrants, et notamment sur les parcours de soins, on est bien d'accord, le décloisonnement est une très bonne idée. Ça a été dit aussi à condition de prendre les migrants dans la diversité des facteurs d'exil. Des programmes de santé spécifiques pour les réfugiés, de notre point de vue, c'est pas une bonne idée, monsieur. C'est-à-dire que les exilés, les migrants, c'est le thème de la journée, eh bien, ils vont devenir réfugiés pour certains d'entre eux, pour d'autres non, sauf que pour les autres non, ils vont finir par être régularisés 5 ans plus tard et en attendant, ils sont là. Les demandeurs d'asile, pendant leur parcours, ils passent par un statut, un autre, ils sont sans papier, ils sont régularisés. Bref, les questions de santé ne peuvent pas rentrer dans les catégories administratives, il faut les penser globalement par rapport en effet à un parcours migratoire, un parcours de soins, mais aussi la question des étrangers qui viendraient en France se faire soigner. Il y a des étrangers qui viennent en France se faire soigner, ça pose des problèmes particuliers, mais bien souvent les motifs sont multiples et des motifs d'exclusion des droits illégitimes sont dus au fait que, tiens, vous avez découvert votre maladie, donc c'est que vous êtes venu en France vous faire soigner. Les chiffres qui sont produits disent que c'est très minoritaire et que l'immense majorité des maladies graves dont sont affectés les étrangers ont été découvertes en France à l'occasion d'un contact avec le système de santé. C'est notamment une des raisons pour lesquelles une des dispositions de la loi actuelle consistant à bloquer l'accès à la demande de droit au séjour pour raison médicale pour des demandeurs d'asile déboutés est une catastrophe et n'a pris aucun compte de ces données-là. C'est-à-dire qu'on considère qu'un demandeur d'asile débouté qui fait valoir sa maladie est un fraudeur, une manœuvre dilatoire, alors que tous les chiffres disent qu'au contraire, non seulement, pour la plupart d'entre eux, ils ne le savaient pas avant d'arriver en France, mais à quel moment ils le savent, vu les difficultés d'accès aux dispositifs de dépistage et de bilan de santé. Ils le savent 8 mois plus tard pour le VIH, dans les observations du COMED, et ça va jusqu'à 30 mois plus tard pour des maladies chroniques. Bref, ils le savent précisément à peu près au moment où on va leur répondre à leur demande d'asile. Donc on voit là comment une disposition dont on espère qu'elle ne va pas passer au Parlement, mais dont on peut craindre qu'elle passe et qu'elle va encore plus bloquer l'accès aux soins, ne prend pas du tout en compte les dynamiques de santé publique et continue à fonctionner sur des schémas et des stéréotypes de « les étrangers sont des fraudeurs ». Alors même que les études sur la fraude des étrangers, il y en a, mais qu'est-ce qui s'est passé à l'OFII, son première année d'exercice pour l'évaluation médicale des étrangers malades? C'est que quasiment tous les étrangers malades ont été convoqués pour vérifier si ce n'étaient pas des fraudeurs et que c'était vraiment leur dossier médical. Le résultat, ça a pris un temps fou, les médecins de l'OFII ont passé un temps fou à faire ça. Le résultat, c'est qu'il y a moins de 1% de fraude. Est-ce que, voilà, là aussi c'est des chiffres, c'est-à-dire une des recommandations qu'on a, c'est qu'on nous demande de produire des informations, mais s'il vous plaît, les décideurs, prenez en compte les informations qu'on produit, plutôt que de continuer à proposer des mesures qui ne portent pas sur ce qu'on produit comme information.
Dernier point, je disais, la formule, c'est aussi prendre soin des acteurs de santé que nous sommes. Et pour ça, ça veut dire il faut mettre fin à ce qui a été ouvert malheureusement il y a 10 ans avec le tristement célèbre ministère de l'Identité nationale. C'est-à-dire, non, les questions de santé des migrants ne devraient pas relever du ministère de l'Intérieur. Chacun sa compétence, chacun son travail. Non seulement les questions et les actions de santé, mais même les financements. C'est-à-dire que, à l'heure actuelle, une part non négligeable des actions de santé publique pour les migrants et des financements de santé publique pour les migrants transitent par un ministère dont ce n'est pas la compétence, ce n'est pas l'objectif premier. Rendons au ministère de la Santé, aux ARS et aux autorités de santé l'ensemble des responsabilités de décision et de mise en place d'actions quand il s'agit de parler de santé. Merci. Dernier témoignage, donc Olivier Carmel, donc, du point de vue de Grande-Sainte, qu'est-ce que vous pourriez voir comme levier, comme recommandation ? Je suis un peu gêné en fait, je suis un peu gêné. Alors non pas par le thème, parce qu'il est vraiment intéressant, mais c'est vrai à Grande-Sainte, mais c'est vrai aussi à Calais, c'est vrai dans le Grand Nord, si vous me permettez un peu l'expression, on est en urgence absolue. Donc la question de la santé, effectivement, elle est posée des migrants, telle qu'elle a été posée il y a 2 ans lorsqu'ils étaient dans la jungle du Baroque, même lorsqu'ils étaient dans le lieu humanitaire, puisqu'on s'est aperçu quand même que l'incendie du camp a été provoqué, certes par l'arrivée des Afghans qui venaient de Calais, parce que l'État avait démantelé le camp, mais aussi par la forme d'habitat qu'ils s'étaient approprié dans le camp, c'est-à-dire les cuisines communautaires, et le fait qu'ils vivaient dans des dortoirs avec des cas de gale, on va dire, douloureux. Et la santé des migrants à l'intérieur du camp a été un facteur, quelque part, et la détérioration de cette santé a été un facteur du délitement du camp et de l'incendie du camp. Je le dis comme ça parce que aujourd'hui, on se retrouve dans une situation pas identique, parce que effectivement, le nombre de personnes n'est pas le même. On a maintenant presque une expérience, pour pas dire une expertise commune, alors pas que la mairie, évidemment les associations qui œuvrent pour les migrants depuis longtemps, j'allais dire même l'État. J'ai mon référent quasi culturel, c'est le sous-préfet que je vois presque, peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines, et on arrive à trouver des solutions, on va dire, pragmatiques, même des fois en éludant un certain nombre de choses. Mais bon, voilà, la question de la santé, elle est directement liée à la question de l'hébergement. Et franchement, c'est vrai que si vous venez à Grande-Sainte, mais venez aussi à Calais, c'est la question vitale. Et aujourd'hui, la question politique qui est posée, c'est évidemment améliorer la santé des personnes. C'est évidemment améliorer le parcours des personnes avec l'objectif peut-être que ces personnes puissent rester en France si elles le désirent. Ce n'est pas toujours le cas lorsqu'elles arrivent sur le littoral parce qu'elles sont de passage. Elles sont de transit. Il y a dans la salle quelques personnes qui ont œuvré sur le camp de la Linière qui le savent aussi bien que moi. Ce sont des gens qui voilà, sont là pour quelque temps, sans savoir d'ailleurs combien de temps, et qui ont un capital santé, mais qui se dégrade au fur et à mesure. Et la responsabilité qui est la nôtre, en tout cas celle du maire de Grande-Sainte, c'est de laisser personne dehors. Alors je vous le redis encore, M. Régnier, puisque c'est une conversation que nous aurons dans quelques minutes, dans quelques jours. En tout cas, on l'aura avec le préfet de région jeudi prochain, puisque la salle, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous la rendrons, nous devons la rendre aux Grandes-Saintois. Mais ceci étant, nous souhaitons avoir une solution d'accueil qui nous permet de travailler après avec les associations, avec la PAS de Dunkerque qui fait de l'excellent travail. Mais je note quand même que dans toutes les réunions nombreuses, on a eu des dizaines, j'allais dire des centaines de réunions, le poids du médical est marginal. Est marginal. On traite des questions de sécurité, on traite des questions de tranquillité, on traite des questions d'alimentation, on traite des questions de logement, on traite des questions diverses et variées d'école, évidemment, et de culture. Et la question de la santé reste un peu le parent pauvre, si vous voulez, et on est quelquefois dans l'obligation de l'État de rappeler justement que la santé des personnes, notamment des migrants, est essentielle et qui doit aussi provoquer un certain nombre de réunions. Alors je le dis sans acrimonie, mais c'est quand même un exercice extrêmement difficile. On m'interrogeait il y a quelques semaines sur le fait de savoir comment on faisait l'humanitaire à Grande-Sainte. Et je vous dis, l'humanitaire à Grande-Sainte, on l'a découvert avec l'arrivée des personnes qui sont arrivées. Nous ne sommes absolument pas formés à faire de l'humanitaire donc, dans une ville de cette taille, hein, au-delà de ce qu'est Strasbourg, avec l'histoire de Strasbourg, les traditions qui sont un peu différentes. Nous avons des ressources beaucoup plus limitées, évidemment, même si elles sont
relativement importante. Donc cette question-là, c'est d'abord une question politique. Et c'est vrai que quand je vous ai entendu, monsieur, au fond de la salle, dire qu'on avait presque perdu ce combat-là, moi je m'inscris en faux là-dessus, parce que je le vis comme ça sur le littoral, en particulier sur cette ville. Les gens sont prêts. Les gens sont prêts. Et il y a des fois des déclics utiles, savoureux. Je le disais tout à l'heure donc à une personne, la question de la scolarisation, par exemple, des enfants a été déterminante dans l'acceptation des Grands de Saint-Ouen par rapport aux flux migratoires. Et l'éducation nationale, pour le coup, est venue rapidement pour que nous scolarisions non pas les enfants à l'intérieur du camp, mais dans le droit commun, et notamment dans les écoles publiques de la ville. Et ça a été un facteur d'acceptation extraordinaire. J'ai le recul politique pour le mesurer, parce que je suis directeur de cabinet, donc j'ai quand même un rôle politique, qui a été le regard politique ponctuel sur les élections régionales et présidentielles, par exemple. Le Front National n'a pas fait une voix de plus à Grande-Synthe, malgré le camp, malgré les 3000 réfugiés qui étaient présents sur la ville. Voilà. Donc ça, le levier, évidemment, on peut l'avoir. Le courage politique, après, c'est autre chose. Il n'est pas forcément partagé dans ce pays. C'est même vrai pour les communes du Dunkerquois, mais évidemment, c'est vrai, je crois, peut-être dans d'autres territoires. Pour les préconisations, je vous le dirai en deux mots, monsieur Rier. Laissez-nous faire. Laissez-nous faire. Les questions qu'on s'est posées avec le ministre de l'Intérieur, quel que soit ce ministre de l'Intérieur, mais notamment ce dernier, enfin celui qui est en exercice, sont quand même extrêmement douloureuses. Empêcher une ville, une collectivité qui est prête à s'engager, des associations qui sont prêtes à s'engager depuis longtemps, à construire des réponses de structures d'hébergement, mais aussi qui parcourent la question de la santé, de l'éducation et de la culture pour les migrants, je trouve ça proprement scandaleux. Voilà, donc il faudra y revenir. Merci. D'abord, merci à tous les participants de cette table ronde et à la salle pour ces échanges. Je pense qu'ils ont été extraordinairement fructueux. Peut-être juste avant de passer la parole aux organisateurs pour la conclusion, alors c'est surtout pas une conclusion, je voudrais peut-être faire 2 ou 3 remarques très rapides. La première, suite à ce que vous venez de dire, je crois que vous avez pointé quelque chose de très important. En tout cas, pour nous qui travaillons dans le monde de la santé et de la santé publique, c'est la relation entre soins et santé. Oui, bien entendu, et je pense que vous avez tout à fait raison, quand on parle de la situation des migrants, la capacité à les faire émerger par les aspects de soins est probablement pas immense. Par contre, y compris dans les exemples que vous avez pris, quand on parle de la notion d'hébergement, quand on parle de la notion du vivre, des mobilités, etc., en tout cas dans l'acceptation que nous on a, ça fait partie aussi des aspects de santé. Et je crois que c'est un élément aussi qui est important, et ça a été rappelé par l'adjoint au maire de Strasbourg, tous les mécanismes qui permettent aussi de faire voir que cette santé est globale et qu'elle s'inscrit dans la vie de l'individu, je pense que c'est un élément important et qui peut aussi être utile par rapport à tout ce dont on a discuté. Deuxième point, et ça je crois que ça me semble faire consensus, je crois que c'est le fait qu'il faut faire alliance dans les territoires. Et je crois que c'est des éléments probablement qu'on n'a pas assez mesurés. Et souvent on voit des expériences qui sont intéressantes, qui produisent des effets. Elles ne sont pas assez reliées dans les territoires et elles ne sont pas assez connues nationalement. Et là, je crois qu'il y a vraiment, pour nous, globalement, un engagement à avoir. Troisième point, et je pense que c'est un peu dans cette optique que je vous avais posé ces questions-là, je crois que c'est très important, et vous l'avez fait pendant toute la journée, de relever les difficultés, parce qu'il y en a, qu'elles soient au niveau national, que ce soit des menaces, qu'il y ait aussi des difficultés locales, voire individuelles. Mais vous le dites aussi, il y a aussi un certain nombre de propositions, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont des bons exemples sur lesquels il faut s'appuyer. Et je pense que là aussi, on a peut-être besoin, et c'est aussi une proposition pour les organisateurs, de faire ce recensement des expériences qui peuvent être des leviers, pas uniquement dans l'endroit où ils sont, mais de façon beaucoup plus large. Et là, pour le coup, je pense que c'est important. Et dernier point, qui me semble aussi
important. Et encore une fois, c'est pas une conclusion, c'est plutôt une sorte de ressenti à travers ce que vous dites. Il y a aussi cet élément. Oui, il y a une urgence à poser le problème, parce que de toute façon, ce problème, il est présent. Il y a des difficultés actuelles, y compris dans des projets de loi sur lesquels il y aura des discussions, voire des confrontations. Mais je reprends ce qu'avait dit Luc Ginaud, c'est là pour durer. Mais c'est là pour durer, avec aussi le fait il faut qu'on ait une capacité à faire face à des choses qui évoluent. Vous l'avez dit par rapport à l'interprétariat. Je peux le dire aussi par rapport à ce que disait Arnaud Weil, c'est-à-dire qu'il faut qu'on construise au maximum une information qui nous permette aussi d'avoir une capacité à faire évoluer nos systèmes. Et là, je pense qu'on a aussi des gros progrès à faire. Voilà, donc moi, en tout cas, je suis très heureux d'avoir pu animer cette réunion. Je vous remercie encore une fois.